ancien élève de l'ENS Ulm, Jean-Baptiste Fournier est, depuis la rentrée 2021, maître de conférence à l'UFR de philosophie de Sorbonne Université. Il a soutenu à Paris 1 en 2015 une thèse qu'il a préparée sous la direction de Jocelyn Benoît et qui portait sur le concept de constitution chez Husserl et Carnap. La question du transcendantalisme et de ses réappropriations et reconfigurations après Kant est au cœur de sa recherche, qui explore, selon ce fil directeur, la philosophie germanophone de la seconde moitié du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, à l'intersection du néokantisme, de la phénoménologie et du positivisme logique. Il vient de publier chez Vrin un ouvrage intitulé donc Carnap et la question transcendantale, où il propose de lire dans la pensée de l'Aufbau de Carnap, au-delà de la réduction convenue à l'empirisme logique, une réarticulation singulière de la problématique transcendantale. Alors, de Helmholtz en particulier, dont il va être plus précisément question aujourd'hui, Jean-Baptiste Fournier a souligné, à la fois dans sa thèse et dans son ouvrage, l'influence trop souvent négligée sur les théories husserliennes et carnapiennes de la Constitution. Il a également questionné dans plusieurs articles les conséquences de la défense par Helmholtz de l'intuitivité des géométries non euclidiennes sur les pensées de la constitution de l'espace. Et cette année, à l'occasion donc du bicentenaire de la naissance de Helmholtz, il a traduit l'édition de ses œuvres d'épistémologie, donc œuvres d'épistémologie constituées de 4 articles réunis et annotés en fait par Schlick et par Paul Ernst en 1921, donc à l'occasion déjà du centenaire de la naissance de Helmholtz. L'ouvrage paraîtra prochainement dans la collection Mathésis de Vrin. Alors je signale 2 autres publications de Jean-Baptiste Fournier. Donc d'abord prochainement aux presses de la Sorbonne, un recueil co-dirigé avec Dominique Pradel et Julien Farge sur la notion de l'Aufbau dans la philosophie germanophone du début du XXe siècle et qui s'intitule Édifier un monde, la notion d'Aufbau entre constitution phénoménologique et construction logique. Et deuxième publication à venir, un ouvrage collectif d'introduction aux recherches logiques de Husserl, ouvrage co-dirigé de nouveau avec Dominique Pradel et qui paraîtra dans la collection Études et commentaires chez Vrin. Donc, avant de céder la parole à Jean-Baptiste Fournier, je mentionne brièvement qu'un autre volet majeur de son travail porte sur la question de la spatialisation du son, question qui lui permet de faire dialoguer musicologie et philosophie de l'espace, avec en point de mire le projet d'une phénoménologie de l'espace sonore. Merci infiniment pour cette magnifique présentation. J'espère que vous nous entendez maintenant sur Zoom. Alors, donc dans cette intervention, je souhaite vous présenter la philosophie de la connaissance de Helmholtz, telle qu'elle est formulée dans les 4 textes qui forment le volume dont a très gentiment parlé Laura, des œuvres épistémologiques annotées par Schlick et Hertz en 1921. Donc, et le présenter au prisme de la réflexion du physicien, mathématicien et philosophe allemand sur les limites de la conception transcendantale de l'espace. Il s'agira notamment d'appliquer la thèse énoncée par Helmholtz dans la seconde annexe des Tatsachen in der Wahrnehmung, donc les faits dans la perception, à savoir que, je cite, l'espace peut être transcendantal sans que les axiomes le soient. Alors la philosophie de la connaissance de Helmholtz s'appuie sur la mise au jour d'un problème interne à la philosophie transcendantale telle que Kant en a formulé les fondements, mais qui n'aura été véritablement révélé qu'avec l'avènement des géométries non euclidiennes, et en particulier après les travaux de Riemann, dont Helmholtz s'émet à se présenter comme l'alter ego physicien. Ce problème concerne la cohérence de la doctrine transcendantale de l'espace ainsi que sa compatibilité avec le développement des géométries non euclidiennes. Ce problème est en réalité double et concerne d'un côté le rapport de l'intuition de l'espace au concept d'espace et de l'autre la nature de cette intuition et son rapport aux axiomes géométriques. Alors dans la première partie de l'esthétique transcendantale que Kant qualifie d'exposition métaphysique du concept d'espace, Kant affirme que l'espace, je cite, n'est pas un concept discursif. L'espace, en d'autres termes, n'est pas d'abord un concept, mais une intuition, et plus précisément la forme pure de toute intuition externe, et en tant que telle, la condition transcendantale de possibilité de la géométrie. Et Kant de préciser que si l'on admettait que l'espace fût un concept, il faudrait lui reconnaître plusieurs objets, donc admettre l'existence de plusieurs espaces, ce qui est en droit impossible, dans la mesure où un espace n'est jamais qu'une partie de l'espace, et que ce dernier ne peut être qu'unique, puisqu'il est précisément la forme pure de l'intuition sensible d'un sujet, c'est-à-dire l'horizon de donation de tous les phénomènes externes.
À cette affirmation, qui constitue le noyau de la conception transcendantale de l'espace, les travaux de Riemann semblent infliger une contradiction décisive. La géométrie repose sur la construction d'un concept d'espace, lui-même dérivé d'un autre concept, à savoir celui de multiplicité. Le fondement de la géométrie ne serait donc pas l'intuition pure de l'espace, mais bien un concept d'espace dont il conviendrait dès lors de justifier ou de déduire le droit à s'appliquer à l'expérience. Or, la philosophie transcendantale kantienne semble être ici prise dans son propre piège. Quel peut être le droit d'un concept formel d'espace, débarrassé de toute déterminité, y compris de tout axiome et de toute limitation du nombre de ses dimensions, puisqu'un concept ne peut recevoir de légitimité que de son application possible à l'expérience sensible, et que notre expérience sensible ne semble pouvoir nous fournir que des intuitions tridimensionnelles et déterminées par les axiomes d'Euclide. Est-ce à dire que les concepts des géométries non euclidiennes seraient, dans le vocabulaire kantien, des concepts vides sans objet ? Et dans ce cas, la géométrie ne serait-elle qu'un rien au sens de l'amphibologie des concepts de la réflexion, sinon dans sa partie euclidienne ? Cette thèse est d'ailleurs développée par des kantiens orthodoxes qui s'opposeront frontalement à Helmholtz, parmi lesquels Albrecht Krause, dans un texte intitulé Kant und Helmholtz, dans lequel il fustige la conception helmholtzienne de l'espace. Cependant, la philosophie transcendantale ayant pour but de rendre compte de la possibilité des connaissances a priori, il y aurait quelque chose de profondément insatisfaisant à en limiter la portée à une branche de la géométrie et de refuser tout fondement au concept le plus abouti d'espace, en tout cas aux yeux de Helmholtz, qu'on puisse atteindre. Être fidèle au transcendantalisme nous impose donc d'en franchir les limites et de rechercher une intuition pure de l'espace qui puisse être à la hauteur du concept riemannien et y inclure ainsi non seulement la géométrie euclidienne, mais également toutes les géométries qui, comme elle, peuvent être développées a priori. C'est pourquoi le premier problème de l'esthétique transcendantale kantienne, relatif donc au rapport entre le concept d'espace et l'intuition de l'espace, nous conduit nécessairement vers le second problème, à savoir le problème de la nature et des limites de l'intuition pure de l'espace. L'exposition kantienne de l'intuition de l'espace au début de l'esthétique transcendantale est en effet traversée par une profonde ambiguïté entre d'un côté ce que l'on pourrait appeler la recherche quasi phénoménologique d'une intuition véritablement originaire et débarrassée de toute détermination par l'entendement, et de l'autre la recherche proprement transcendantale d'une fondation directe des axiomes géométriques. Cette ambiguïté se cristallisera dans l'opposition entre l'interprétation heideggerienne de la critique de la raison pure et la lecture de Hermann Cohen et des néo-kantiens de Marburg. Heidegger, insistant de son côté sur le caractère de pure auto-affection de la syndosis par laquelle l'espace est appréhendé avant toute synthesis, les seconds mettant au premier plan l'influence de l'exposition transcendantale du concept d'espace sur son exposition métaphysique. Le sens de l'esthétique transcendantale semble se jouer dans cette alternative à partir de laquelle bifurquent plusieurs voies de la philosophie transcendantale. Soit l'intuition a priori de l'espace est investie d'une structure suffisamment déterminée pour donner aux axiomes de la géométrie, à savoir ici les axiomes euclidiens, un fondement dans une évidence immédiate, auquel cas se pose la question de la légitimité et du caractère seulement relatif de cette limitation, soit on reconnaît à l'intuition a priori de l'espace une véritable pureté en la débarrassant de toute limitation axiomatique, ce qui permet d'atteindre un sol véritablement absolu de donation de l'espace, mais au prix de la perte de la fondation directe des axiomes, lesquels perdraient alors leur dimension transcendantale. On peut reconnaître à Helmholtz d'avoir été le premier à poser ces deux problèmes, donc celui du rapport entre le concept d'espace et l'intuition, et celui de la nature et des limites de l'intuition pure de l'espace, en les articulant donc l'un à l'autre. Conscient des difficultés posées par le concept riemannien d'espace à la pensée transcendantale kantienne, Helmholtz en revient à l'intuition de l'espace afin de montrer que celle-ci peut tout à fait servir de fondement à la géométrie et conserver ainsi sa fonction transcendantale, sans devoir être investie d'une structure axiomatique, dont il faudra chercher la source dans des données empiriques. Encore faut-il bien distinguer les deux problèmes dont le lien devra être construit ultérieurement. Je cite Helmholtz. Eu égard aux controverses menées ces dernières années sur la question « Les axiomes de la géométrie sont-ils des propositions transcendantales ou empiriques ?» je voudrais souligner tout d'abord que cette question doit être totalement séparée de celle discutée en premier lieu, à savoir l'espace en général, est-il ou n'est-il pas une forme transcendantale de l'intuition ? Fin de citation.
pour sauver le modèle transcendantal et lui permettre de fonder non seulement la géométrie euclidienne, mais la géométrie telle que la première moitié du XIXe siècle l'aura développée, il faut explorer ses limites, donc les limites du transcendantal, et en particulier repousser la frontière qui sépare l'empirique et le transcendantal, en conférant un statut transcendantal à la physique ou à la physiologie, et en repensant l'articulation des phénomènes et des choses en soi. Alors, ça fait beaucoup de choses, et bien évidemment, on étudiera ces questions donc, au fil directeur de la question de l'intuition de l'espace, et en commençant par la critique helmholtzienne de l'exposition kantienne de l'intuition comme condition transcendantale des phénomènes externes. Alors, dans son article de 1868 intitulé Über den Ursprung und die Bedeutung der geometrischen Axiome, donc sur l'origine et les fondements, la signification des axiomes géométriques, Helmholtz s'attaque aux limites du système kantien de manière indirecte, à savoir à travers une critique de l'axiomatique euclidienne. La critique de Helmholtz semble reposer ici sur un diagnostic portant aussi bien sur les limites du transcendantal kantien que sur la méthode euclidienne. Alors, concernant la méthode d'Euclide, la critique est bien connue, puisqu'elle n'est pas que de Helmholtz. Je cite un passage de cet article. La difficulté majeure dans ces recherches est et a toujours été que des données de l'expérience de tous les jours viennent bien trop facilement s'immiscer avec l'apparence de nécessité de pensée, Denknotwendigkeiten, dans le développement logique des concepts. Il est tout particulièrement difficile, en suivant cette méthode, d'avoir partout l'évidence que dans aucune des étapes nécessaires à la démonstration, on a utilisé, involontairement ou inconsciemment, des données générales de l'expérience. Fin de citation. Le problème de la méthode d'Euclide tient, en d'autres termes, à la notion même d'évidence qu'elle mobilise, ainsi qu'à l'ambiguïté qui y est attachée. En théorie, la nécessité des axiomes se manifeste par l'impossibilité de penser autrement ce qu'ils énoncent, par exemple l'impossibilité de penser qu'un tout soit plus petit que sa partie, ou l'impossibilité de concevoir deux points par lesquels aucune ligne droite ne pourrait passer, ou encore un point par lequel aucune parallèle à une droite donnée ne pourrait passer. Cependant, l'existence chez Euclide d'une distinction entre axiome et postulat et la porosité de la frontière entre ces deux types de principes met en cause leur nécessité. En effet, les axiomes sont censés être des notions communes qui ne peuvent être pensées autrement que ce qu'elles disent et qui sont la condition de possibilité de toute connaissance en général, en tout cas de toute connaissance portant sur la quantité, tandis que les postulats sont censés être des demandes propres à une science particulière, comme ici la géométrie, et qui ne sont pas nécessaires en eux-mêmes puisque leur contradictoire peut éventuellement être pensé, mais qu'il est nécessaire d'admettre pour le bien de la construction. Alors sur ce point, il y a un très bon article de Francis Wolff, je ne sais pas si vous le connaissez, sur le rapport entre Aristote et Euclide, sur la question des axiomes. Donc je ne rentre pas dans le détail. Reste que la frontière entre la nécessité de penser, donc Denknotwendigkeit, et l'exigence, la frontière entre la nécessité de penser et l'exigence pour la construction demeure très floue, comme le montre la difficulté à classer certains principes parmi les axiomes ou les postulats. Ainsi, la méthode d'Euclide s'appuyant systématiquement sur la construction, il est inévitable que les nécessités en vue de la construction y soient prises pour des nécessités de pensée, et qu'ainsi, comme le remarque Helmholtz, des données de l'expérience s'immiscent dans le raisonnement. Or, ce constat semble aussi valoir pour Kant. Si Kant, je cite Helmholtz, n'a pas été assez critique dans sa critique, fin de citation, c'est précisément parce qu'il admet à la fois, et comme si ces deux nécessités étaient du même type ou du même niveau, que l'espace est la condition de possibilité de tous les phénomènes externes et qu'il possède une structure déterminée dont les axiomes d'Euclide décrivent les contours. Toute critique de l'évidence des axiomes d'Euclide vaudra donc également comme une critique de l'esthétique transcendantale kantienne, puisque celle-ci s'appuie aussi sur le critère de la nécessité de penser. Aussi faudrait-il distinguer deux usages de cette méthode, donc la méthode de la nécessité de penser, et conséquemment deux niveaux de la thèse transcendantale. Premièrement, la première méthode est celle qui permet de poser en général l'espace comme condition de possibilité de tout phénomène externe et de la géométrie comme science a priori. On notera que Kant ne la qualifie pas de déduction transcendantale, cette dernière méthode ne pouvant valoir que pour des concepts, mais d'exposition transcendantale. La nécessité d'une intuition pure de l'espace ne peut pas être déduite, mais simplement constatée, mais elle n'en demeure pas moins atteinte par la reconnaissance de l'impossibilité de concevoir l'existence d'une science a priori de l'espace, autrement qu'en la supposant.
Deuxièmement, donc la seconde méthode, plus diffuse et moins clairement définie, est celle par laquelle, pour ainsi dire subrepticement, est reconnue la tridimensionnalité de cet espace ainsi que l'axiomatique qui en détermine la structure. Au niveau de l'esthétique transcendantale, certes, on ne pourra pas parler d'une axiomatique à proprement parler, puisqu'il ne peut s'y agir déjà de géométrie, mais seulement d'une intuition pure de l'espace. Mais aux yeux de Kant, il est nécessaire, pour fonder la nécessité de la géométrie et des axiomes d'Euclide, que l'espace de l'exposition transcendantale soit déjà investi de certaines déterminations sur la base desquelles l'axiomatique euclidienne pourra être déployée. En d'autres termes, le même argument qui valait pour la reconnaissance de la nécessité de l'intuition de l'espace en général comme condition de possibilité des phénomènes externes semble valoir pour la reconnaissance de la nécessité de lui conférer une certaine structure qui vaudrait comme condition de possibilité du caractère a priori des axiomes d'Euclide. C'est donc en dernière instance, parce qu'il semble impossible de se représenter un espace qui n'obéirait pas à ces axiomes, que l'espace de l'intuition est reconnu comme étant tridimensionnel et euclidien. C'est à ce second niveau de l'analyse kantienne qu'intervient la critique de Helmholtz. S'il s'avérait possible de montrer que certains espaces non euclidiens étaient également intuitionnables, alors cela éliminerait toute prétention à conférer un statut transcendantal aux axiomes d'Euclide. Telle est précisément la thèse de Helmholtz. Notre intuition n'est euclidienne qu'en vertu de critères empiriques, à savoir, comme nous le verrons plus tard, la constitution particulière de nos organes, l'habitude de se représenter le monde de cette manière-là, et enfin certaines connaissances particulières concernant le comportement de certains objets physiques. Les axiomes d'Euclide ne sont donc doués d'aucune nécessité, en tout cas au niveau de la pure intuition de l'espace, et il semble justement parfaitement possible de se représenter autrement l'espace. La séparation des deux niveaux de fondation transcendantale de la géométrie dans l'intuition de l'espace, intuition de l'espace en général et intuition d'un espace structuré ou axiomatisé, repose donc sur l'élaboration d'une véritable intuition des espaces non euclidiens. Bien sûr, une telle intuition doit être pensée en un sens nouveau, que Helmholtz précise dans un passage crucial des faits dans la perception, à savoir ce qu'il appelle les espaces mathématiques, et il faut entendre par là les espaces non euclidiens, enfin, qu'on peut atteindre mathématiquement et qui n'obéissent pas aux axiomes d'Euclide, ne peuvent évidemment pas faire l'objet d'une intuition au sens de ce que Helmholtz nomme le vieux concept d'intuition. Ce concept dont Kant, tout comme Euclide, serait encore tributaire. Dans cette entente traditionnelle du concept d'intuition, donc, on reconnaîtrait, je cite Helmholtz, quelque chose comme donné par intuition, seulement si sa représentation vient à la conscience en même temps que l'impression sensible, sans réflexion et sans effort. De sorte que, je continue la citation, ce qui manque à l'intuition des espaces non euclidiens, c'est cette facilité, cette rapidité, cette évidence éclair avec laquelle nous percevons par exemple la forme d'une pièce dans laquelle nous entrons pour la première fois, la disposition et la forme des objets qui s'y trouvent, etc. Fin de citation. La recherche de cette pseudo-évidence, dont on a vu les potentiels dangers ou la dimension égarante, puisque la force de l'habitude peut y faire passer des données de l'expérience pour des données nécessaires, eh bien, cette recherche de la pseudo-évidence doit être abandonnée au profit d'une intuition construite, médiatisée par une élaboration scientifique. Je cite Helmholtz à nouveau. Comme preuve de l'intuitionnabilité, je demande seulement que l'on soit capable d'indiquer précisément et sans ambiguïté, pour chaque sorte d'observation, les impressions sensorielles naissantes, en utilisant si nécessaire la connaissance scientifique de leurs lois, d'où résulterait que la chose en question ou la relation à l'intuitionné serait effectivement disponible. La tâche consistant à se représenter les relations spatiales dans les espaces métamathématiques exige de fait quelque exercice dans la compréhension des méthodes analytiques, des constructions perspectives et des phénomènes optiques. Fin de citation. Aussi, au moins dans cet article de 1868, la méthode de Helmholtz pour montrer l'intuitivité des espaces non euclidiens est-elle et ne peut-elle qu'être une méthode analogique, fondée sur une très fameuse fiction, la fiction des animaux plats ou des êtres de surface, qui est d'ailleurs assez semblable à ce que les mathématiciens d'aujourd'hui utilisent pour rendre représentables, même indirectement, les objets à 4 dimensions, comme l'hypersphère ou le tesseract. En effet, la seule véritable limite de notre pouvoir d'intuition, aux yeux de Helmholtz, ne tient pas à autre chose qu'au nombre limité de dimensions selon lesquelles nous pouvons nous représenter l'espace. Il pourrait bien avoir là, d'ailleurs, une limite forte de cette délimitation helmholtzienne du transcendantal.
Notre esprit, limité à 3 dimensions, est donc incapable de se représenter un point de vue d'où la courbure de l'espace tridimensionnel pourrait nous être intuitive. Car voir la courbure de l'espace impliquerait de se situer à l'extérieur de lui, donc dans une 4e dimension que nous ne pouvons pas même imaginer. Nous pouvons par contre très bien nous représenter ce que représente la courbure d'un espace bidimensionnel, puisqu'il nous suffit d'imaginer la distorsion d'un plan qui serait enroulé autour d'une sphère ou adhérent à la coquille d'un œuf, ou encore à l'intérieur d'un anneau d'amarrage. Donc pour que les courbures respectivement positives et négatives des espaces sphériques et pseudosphériques puissent nous devenir intuitives. Or, la fiction des animaux plats, donc ces êtres de surface qui seraient doués de seulement 2 dimensions, qui vivraient à la surface d'un plan et qui seraient incapables de saisir quoi que ce soit en dehors de ce plan, eh bien cette fiction permet très précisément de nous représenter ce que pourrait signifier pour nous qu'avoir ce point de vue extérieur sur notre espace tridimensionnel. En effet, si les êtres de surface, donc les animaux plats, ne peuvent sortir de cette immanence absolue ou de cette adhérence à leur plan, et si donc ils sont incapables de mesurer intuitivement la courbure de leur plan, nous, qui sommes des êtres vivant dans un espace tridimensionnel, en sommes parfaitement capables. Nous pouvons rendre intuitive la notion pourtant formelle et précisément inintuitive de courbure d'un espace, en se représentant le geste qui consisterait à courber cet espace autour d'un objet solide. Apparaissent alors 2 types de distorsions, celles qui précisément n'affectent pas la structure euclidienne des objets, comme celle qui consisterait à enrouler le plan autour d'un cône ou d'un cylindre, et celles qui modifient la structure même de l'espace, comme lorsque le plan se trouve appliqué autour d'une sphère. Au contraire, la distorsion de la surface plane en une surface sphérique affecterait donc le comportement géométrique des objets. Ainsi, je cite Helmholtz, dans un espace plat, je cite, si les êtres de ce type, les êtres de surface, vivaient sur un plan infini, alors leur géométrie serait exactement notre planimétrie. Ils affirmeraient qu'entre 2 points ne peut passer qu'une ligne droite, que par un 3e point situé en dehors de cette ligne ne peut passer qu'une droite parallèle à la première, etc., etc. A l'inverse, des êtres de surface qui habiteraient sur... ça c'est fin de citation, pardon. Donc des êtres de surface qui habiteraient sur la surface d'une sphère formeraient une géométrie très différente. Ils ne pourraient pas identifier la ligne la plus droite et la ligne la plus courte. Ils posséderaient des droites qui se recoupent aux extrémités et ne connaîtraient pas la notion de parallèle. En outre, je cite à nouveau Helmholtz, ils affirmeraient que 2 lignes droites quelconques, si on les prolonge suffisamment, finissent par se couper non pas en un point mais en 2. La somme des angles d'un triangle serait pour eux plus grande que celle de 2 droits et grandirait à mesure qu'augmenterait la surface du triangle. Ils ne posséderaient donc pas le concept géométrique de similarité de forme entre une grosse et une petite figure du même type, puisque les angles d'un grand triangle seraient nécessairement différents de ceux d'un petit triangle. Leur espace serait certes limité, mais s'avérerait fini, serait certes illimité, mais s'avérerait fini ou devrait au moins être représenté comme tel. Fin de citation. Et Helmholtz de conclure que des êtres qui auraient les mêmes capacités intellectuelles que nous, donc les mêmes catégories et surtout la même faculté d'appréhender les phénomènes dans l'espace, un espace bidimensionnel bien sûr, et dans le temps, eh bien, ne posséderaient aucunement les mêmes axiomes que nous. En d'autres termes, leur intuition soi-disant pure de l'espace ne permettrait pas de fonder la géométrie euclidienne, mais bien ici la géométrie sphérique. D'où un constat profondément empiriste, et pourtant en un sens seulement provisoire, on verra tout à l'heure, selon lequel, je cite, « des êtres dont les capacités intellectuelles seraient comparables aux nôtres admettront des axiomes géométriques très différents selon l'espace dans lequel ils vivent. » Fin de citation. Ce constat semble confirmé par l'approfondissement de l'image des animaux plats lorsque ceux-ci sont confrontés aux espaces non homogènes, dont la mesure de courbure serait variable. L'intuition de tels espaces est rendue possible par la représentation d'un œuf sur lequel nos êtres de surface viendraient se loger. Se trouverait alors remise en question la notion fondamentale de la géométrie euclidienne, à savoir la congruence. Je cite Helmholtz. Si l'on voulait construire des triangles congruents à différents endroits de cette surface, on pourrait voir que 2 triangles aux côtés égaux auraient des angles inégaux. Au sommet le plus pointu de l'œuf, la somme des angles du triangle sera supérieure à celle de 2 droits, mais encore plus et plus nettement encore qu'elle ne le serait pour un même triangle tracé sur le sommet le plus large de l'œuf.
Il s'ensuit que sur une telle surface, même une figure aussi simple qu'un triangle ne peut se déplacer d'un lieu à un autre sans que sa forme en soit modifiée. Fin de citation. Un déplacement important est accompli par rapport au schéma kantien. Les axiomes de la géométrie ne semblent plus fondés sur la pure forme de l'intuition sensible, laquelle serait en réalité parfaitement compatible avec toute forme de géométrie, mais sur l'expérience elle-même. Mais ce déplacement n'est-il pas plutôt un renversement peut-être même anti-copernicien, on verra pourquoi tout à l'heure, quoique d'un autre type que celui revendiqué par Husserl, car résolument empiriste, mais qui, comme chez Husserl d'ailleurs, assumerait une dimension transcendantale tout en franchissant certaines des limites les plus absolues de la philosophie transcendantale kantienne. Car qu'est-ce qui détermine alors la structure et les propriétés spatiales de cette expérience, sinon ce qu'il faudrait bien appeler un espace en soi, lequel serait par définition inaccessible au sujet percevant. On verra ça tout à l'heure. C'est très précisément ce vers quoi semble tendre l'image des animaux plats. Ces animaux vivent sur un plan dans lequel des configurations géométriques déterminées apparaissent, sur la base desquelles ils constituent une géométrie qui leur apparaît comme nécessaire, eu égard aux propriétés qui semblent être pour eux celles de leur intuition sensible. Mais où ces propriétés sont-elles véritablement fondées, sinon dans la courbure de leur espace, laquelle n'est pas perceptible de manière immanente ou inhérente à leur espace bidimensionnel, mais bien de l'extérieur, d'un point de vue qui leur est par définition inaccessible, c'est-à-dire du point de vue du spectateur qui serait capable de se représenter un espace tridimensionnel, et donc de voir leur monde de l'extérieur. Or, quel peut être pour les êtres de surface le statut d'un tel point de vue extérieur sur leur monde, sinon celui transcendantal, qui prétendrait expliquer les phénomènes depuis leur origine extra-phénoménale. Afin de rendre intuitives les géométries non euclidiennes, n'avons-nous pas été conduits à perdre la fonction transcendantale de la forme pure de l'intuition sensible? Et n'avons-nous pas été reconduits vers une fondation précritique naïve de la géométrie dans un espace absolu qui serait la véritable source, le véritable fondement des axiomes géométriques? En d'autres termes, la mise au jour par Helmholtz de cette limite de la philosophie transcendantale kantienne conduit-elle à la construction de ce qu'on pourrait appeler un empirisme transcendantal, ou au contraire au retour à un empirisme précritique? La réponse à cette question dépend de notre capacité, en partant du constat qu'il ne peut pas y avoir d'axiomatique transcendantale, c'est-à-dire que l'intuition pure de l'espace est suffisamment indéterminée pour qu'aucun système d'axiomes ne puisse y être directement fondé, eh bien, a-t-on la capacité de rendre compte de la manière dont les axiomes d'Euclide peuvent être fondés, de manière indirecte donc, sur l'intuition pure, qui seule posséderait alors un statut transcendantal? Si nous n'y parvenons pas, alors l'explosion des limites axiomatiques de l'esthétique transcendantale kantienne aura eu pour effet la perte de la dimension transcendantale de l'espace en général. Alors, la conséquence du dédoublement de la fonction transcendantale de l'espace, à savoir de la déconnexion de l'intuition pure de l'espace de toute détermination axiomatique, est qu'il devient nécessaire de trouver ailleurs que dans la forme pure de l'intuition la source ultime de la validité des axiomes. Deux méthodes semblent à ce stade possibles pour construire l'espace euclidien à partir de la pure intuition de l'espace. Une méthode purement géométrique et une méthode dans laquelle géométrie et physique devront se compléter. La première méthode correspond, donc la méthode géométrique pure, correspond aux yeux de Helmholtz à l'entreprise riemannienne, qu'il interprète comme une tentative de construire l'espace à proprement parler, et en particulier notre espace tridimensionnel euclidien, à partir du concept général de multiplicité à plusieurs dimensions. Je cite Helmholtz, cette fois dans un autre article, qui s'intitule sur les faits qui sont au fondement de la géométrie. Donc, über die Tatsachen, die der Geometrie zugrunde liegen. Donc, je cite, « Mon premier objectif, dit Helmholtz, était alors, comme pour Riemann, de rechercher quelles propriétés de l'espace appartiennent à toute multiplicité dépendant de plusieurs variables, se superposant de manière continue les unes aux autres, et dont les différences sont toutes quantitativement comparables les unes aux autres. Et au contraire, quelles propriétés ne sont pas déterminées par ce caractère général, mais relèvent d'une particularité de l'espace. » Fin de citation. Alors, dans cet article, Helmholtz reconnaît à Riemann d'avoir formulé les propriétés générales de l'espace, à savoir, premièrement, qu'une multiplicité doit être considérée comme n-dimensionnelle
Si en L, un élément donné, le lieu peut être déterminé par la détermination de n grandeurs, les coordonnées différentes. Deuxièmement, que toute ligne, indépendamment de son lieu et de sa direction, doit pouvoir être comparée à toute autre ligne. Et troisièmement, que l'élément de longueur d'une ligne serait égal à la racine carrée d'une fonction homogène de second degré des différentiels de coordonnées. Ça, c'est un résumé rapide par Helmholtz des thèses de Riemann. L'objectif de Helmholtz est alors de montrer que cette dernière hypothèse peut en réalité être dérivée d'une propriété plus générale, à savoir que des systèmes de points fixes, c'est-à-dire des entités bornées à n dimensions de grandeur finie, doivent pouvoir se déplacer n'importe où sans dilatation. C'est ça qui définit l'espace. Je cite Helmholtz. « Mes propres travaux se distinguent de ceux de Riemann par la recherche plus précise que j'ai menée sur l'influence de cette dernière restriction, permettant de distinguer l'espace effectif des autres multiplicités étendues plusieurs fois, sur la fondation de la proposition qui constitue la clé de voûte de tout l'édifice, à savoir que le carré de l'élément linéaire est une fonction homogène de second degré des différentiels de coordonnées. On peut montrer que si l'on accepte dès le départ la condition selon laquelle on peut mouvoir de manière inconditionnellement libre et sans modification de forme des figures fixes en elles-mêmes dans n'importe quelle partie de l'espace, alors on peut dériver l'hypothèse initiale de Riemann comme conséquence d'assomptions bien moins restreintes. Alors je vais rentrer un tout petit peu dans le détail de cette analyse, mais pas trop. Donc plus précisément, cette condition très générale se décline en 4 postulats, qui sont les suivants. Je passe quand même un tout petit peu plus vite que ce que j'avais prévu. Donc 4 postulats qui vont définir l'espace de manière très générale pour Helmholtz. Alors le premier postulat, c'est que le mouvement est une variation d'au moins une coordonnée d'un corps. Je cite Helmholtz. L'espace à n dimensions est une multiplicité étendue n fois, c'est-à-dire que l'unité la plus déterminée en lui, le point, peut être déterminé par la mesure d'un nombre n de grandeur quelconque, variant de manière continue et indépendamment les unes des autres. Tout mouvement d'un point est donc lié à la variation continue d'au moins une de ses coordonnées. Fin de citation. Deuxième postulat, c'est, on pourrait dire, celui qui définit la notion de corps fixe par la formulation d'une équation indépendante du mouvement. Je cite Helmholtz. On présuppose l'existence de corps ou systèmes de points en mouvement, mais fixes en eux-mêmes. C'est-à-dire les corps se déplacent, mais chacun des points de ces corps les uns par rapport aux autres reste fixe, relativement donc aux autres. Ils sont fixes en eux-mêmes autant que cela est nécessaire pour permettre de percevoir par congruence l'égalité de grandeur spatiale. Comme nous ne pouvons encore supposer ici aucune méthode particulière de mesure des grandeurs spatiales, la définition d'un corps fixe ne peut être à ce stade que la suivante, à savoir, entre les 2 n coordonnées de chaque paire de points qui appartiennent à un corps fixe en lui-même, il existe une équation indépendante du mouvement de ces derniers, qui est la même pour toutes les paires de points congruentes. Donc on peut déterminer une équation qui vaut indépendamment du mouvement. Troisième postulat, c'est la liberté totale du mouvement, qui n'a pour seule limite que cette fixité des corps. Je cite à nouveau Helmholtz. On présuppose la mobilité complète libre des corps fixes, à savoir, on présuppose que chacun de leurs points peut se déplacer de manière continue vers le lieu occupé par n'importe quel autre point, dans la mesure où il n'est pas limité par les équations qui existent entre lui et les autres points du système auquel il appartient. Et enfin, le dernier point, et c'est celui auquel Helmholtz accorde le plus d'importance, c'est le fait que dans l'espace, il faut que les corps puissent subir un mouvement de rotation sur eux-mêmes en revenant à leur position de départ, une fois accomplie la rotation, sans avoir effectué de retour en arrière. Donc ça, je vous passe la très longue citation que j'ai notée, dans laquelle il définit justement ce que c'est que la rotation, et dans laquelle il définit aussi ce que c'est que revenir en arrière. Alors, sans entrer dans le détail de l'analyse de Helmholtz et des très longs développements qu'il consacre à la définition mathématique de la rotation, notons qu'elle semble revêtir une fonction transcendantale, si bien qu'il paraîtrait possible de la substituer à l'esthétique transcendantale kantienne. C'est en tout cas tout à fait le but de Helmholtz. En effet, les postulats mis au jour par Helmholtz doivent permettre de fonder la géométrie comme science a priori en déterminant le niveau de détermination qu'il est nécessaire de conférer à l'intuition
laquelle peut atteindre non seulement des espaces euclidiens, mais également des structures d'ordre d'un tout autre type que l'espace à proprement parler. Donc le niveau de détermination qu'il est nécessaire de conférer à notre intuition pour qu'elle puisse nous fournir un espace qui soit à la fois suffisamment déterminé pour être un véritable espace et suffisamment général pour admettre différents systèmes d'axiomes. Dernière citation de cet article de Helmholtz. Les recherches de Riemann ainsi que les miennes prises ensemble montrent donc que le postulat formulé ci-dessus, en lien avec les deux propositions suivantes, à savoir que l'espace a 3 dimensions et que l'espace s'étend à l'infini, donne donc les fondements suffisants pour le développement de la doctrine de l'espace. Pour être la condition transcendantale, fin de citation, pour être la condition transcendantale de la possibilité de la géométrie, notre intuition pure doit donc être complétée non plus par des axiomes qui en dériveraient directement ou qui seraient directement fondés en elle, mais par des postulats qui viendraient la limiter par décision et qui recevraient eux-mêmes ainsi une valeur transcendantale en tant qu'il serait nécessaire pour isoler, à partir de l'intuition, quelque chose comme un espace pour la géométrie. Or, il apparaît assez rapidement dans l'analyse de Helmholtz que pour déterminer les axiomes valant pour l'espace réel, ces postulats ne suffisent pas, et qu'il sera nécessaire d'introduire aussi, au sein donc de la fondation transcendantale de la géométrie, des considérations d'ordre physique. Le critère de détermination de l'espace n'étant autre pour Helmholtz que la possibilité pour des corps fixes d'accomplir certains mouvements, dont la rotation sans retour en arrière et avec retour à la position d'origine sans dilatation ni contraction de ces dimensions, il devient nécessaire de disposer d'un critère pour déterminer si des objets fixes en eux-mêmes peuvent être isolés dans l'espace réel. Est-ce qu'on peut trouver de tels objets dans l'espace réel? Ainsi, pour être transcendantale, en tant que fondatrice de la géométrie comme science a priori, cette détermination n'en est pas moins fondée sur des données empiriques. Je cite à nouveau Helmholtz. Aussi dois-je souligner le fait que la possibilité même du système de nos mesures de l'espace dépend, comme cela ressort clairement de ces découvertes, de l'existence de corps naturels correspondant assez précisément au concept de corps fixe tel que nous l'avons construit. Fin de citation. En d'autres termes, la condition de possibilité de la géométrie comme science a priori de l'espace réel n'est pas la seule intuition pure de l'espace, fût-elle suffisamment générale et détachée de toute surdétermination axiomatique, mais cette dernière doit pouvoir être complétée par des déterminations physiques. C'est là la conclusion à laquelle aboutit Helmholtz dans le premier article dont on en a parlé, à savoir de l'origine et de la signification des axiomes géométriques. Il n'y a pas, tout bien considéré, quelque chose comme un repère fixe qui puisse garantir la constitution de l'espace. Ou plutôt, un tel repère fixe n'est-il pas possible si l'on refuse de fonder la géométrie sur la physique et si l'on s'en tient à la pure spatialité sans prendre en compte des propriétés mécaniques de la matière. En effet, si le sujet est véritablement inscrit à la manière des êtres de surface, dans la fiction des animaux plats, dans l'espace dont il cherche à déterminer les structures et qu'il prétend mesurer, comment pourrait-il mesurer précisément une déformation de son espace? Prenons le cas des animaux plats vivant à la surface d'un œuf. En se rapprochant du sommet de l'œuf, serait-il capable de voir, c'est-à-dire de mesurer intuitivement, la distorsion des figures géométriques? Il faut bien reconnaître que non, car au fur et à mesure qu'ils se rapprocheraient du sommet, leur corps et l'instrument de mesure utilisé subiraient la même distorsion que les figures, si bien que l'instrument de mesure continuerait à prendre une mesure identique. Je cite Helmholtz. Afin d'illustrer cette idée, je rappellerai au lecteur que si toutes les dimensions linéaires d'un corps donné étaient diminuées, par exemple de moitié, ou au contraire dédoublées en même temps, et dans les mêmes proportions que celles de mon propre corps, nous ne pourrions pour ainsi dire pas nous apercevoir du changement, étant donné notre mode d'intuition spatiale. Ce serait également le cas si la contraction ou la dilatation étaient différentes dans différentes directions, en supposant que notre propre corps se modifierait dans la même proportion, voire en supposant qu'un corps en rotation subirait à chaque tour, dans toutes ses dimensions, un certain niveau de dilatation, mais sans ressentir la moindre résistance physique. Fin de citation. La référence au comportement géométrique d'un reflet dans un miroir convexe illustrera ce point. Un homme qui vivrait dans le reflet de ce miroir n'aurait aucun moyen de mesurer la distorsion subie par les figures géométriques dans son espace. Je cite Helmholtz. L'image d'un homme mesurant avec une règle une ligne droite sur le miroir rétrécira d'autant plus que l'original s'éloigne.
Mais avec sa règle de plus en plus petite, l'homme du reflet mesurera exactement le même nombre de centimètres que l'homme de la réalité. D'une manière générale, toutes les mesures géométriques de lignes ou d'angles obtenues au moyen d'instruments aux modifications modifiées dans l'image du miroir seront exactement les mêmes que celles obtenues dans le monde extérieur avec les instruments réels. Bref, conclut Helmholtz, je ne vois pas comment les hommes du miroir pourraient découvrir que ce qu'ils prennent pour des corps ne sont pas des corps solides et que leurs expériences ne sont pas de bonnes illustrations de la vérité des axiomes d'Euclide. Fin de citation. Tout comme l'instrument de mesure, le corps mesurant et constituant, faisant partie du monde qu'il mesure et constitue, n'a donc en apparence aucune prise sur les propriétés réelles de l'espace, lesquelles ne sont donc plus aucunement fondées sur l'intuition, mais sur une construction qui pourrait bien être strictement arbitraire. Il est donc vital, pour sauver l'objectivité de notre géométrie de ce relativisme, et donc d'accomplir la dimension proprement transcendantale de la critique, de découvrir un point archimédien à partir duquel pourra être regagnée la détermination objective de la structure de l'espace. Ainsi, pour Helmholtz, ce sont les propriétés mécaniques des corps fixes qui garantissent leur fixité. Car si la distorsion d'un corps ne pose aucun problème du point de vue géométrique et ne génère aucune incohérence dans l'intuition de l'espace, elle se heurte au contraire à la résistance mécanique des corps solides, seule garantie de la fixité de l'instrument de mesure, lequel reçoit ici une fonction constitutive pour l'espace réel. Helmholtz semble donc ici retrouver, au point culminant de son raisonnement, la référence classique de l'empirisme à la solidité des corps comme garantie de l'objectivité. Mais en réalité, l'enjeu de l'argument de Helmholtz est plus profond, puisqu'il s'agit d'élaborer une géométrie physique, laquelle reposerait non seulement sur l'intuition pure de l'espace et sur les postulats qui permettent de la circonscrire, mais également sur des constats empiriques relatifs au comportement physique des objets. Je cite Helmholtz. Les axiomes géométriques ne concernent donc pas seulement les rapports dans l'espace, mais en même temps aussi le comportement mécanique de nos corps solides dans leur mouvement. Fin de citation. Ainsi, mais la spécificité de Helmholtz est de ne pas faire de ce constat un cheval de Troie destiné à faire tomber l'édifice transcendantal, mais au contraire de chercher à étendre la fonction transcendantale à ses considérations physiques. Plus encore, il s'agit de sauver la pensée transcendantale d'une incohérence dans laquelle la géométrie analytique ne peut que la faire sombrer. Je cite à nouveau Helmholtz. On peut d'ailleurs présenter le concept d'un objet géométrique solide comme un concept transcendantal, qui serait formé indépendamment de toute expérience effective et auquel celle-ci n'aurait pas nécessairement besoin de correspondre, pas plus que nos corps dans la nature ne correspondent de facto, purement et sans déformation, au concept abstrait que nous formons par induction à partir d'eux. En prenant le concept de solidité ainsi formé comme un pur idéal, un kantien strict pourrait certainement considérer les axiomes géométriques comme des propositions données a priori grâce à une intuition transcendantale, propositions qui ne pourraient être ni confirmées ni infirmées par l'expérience, car il faudrait d'abord trancher la question de savoir s'il faut considérer les corps de la nature comme des corps solides. Et la fin de la citation est très importante. Il faudrait alors affirmer que selon cette conception, les axiomes de la géométrie ne seraient pas des propositions synthétiques au sens kantien. En effet, celles-ci n'énonceraient rien d'autre que ce qui découlerait analytiquement du concept d'un objet géométrique nécessairement fixe pour la mesure, étant donné qu'on ne peut reconnaître comme objet fixe que ceux qui satisfont les axiomes. Fin de citation. Telle est en effet la conséquence de la définition analytique de l'espace et de l'intuition qui peut y être attachée. Le rapport à l'espace réel semble perdu, et avec lui toute la fonction transcendantale de l'intuition de l'espace. Pour l'éviter, il faut reconnaître, non sans paradoxe, une fonction transcendantale à des données physiques ou, si on préfère, à des connaissances empiriques. Je cite à nouveau Helmholtz. Cependant, si nous ajoutons aux axiomes géométriques également des propositions relatives aux propriétés mécaniques des corps naturels, ne fût-ce que la loi d'inertie, ou encore la loi selon laquelle les propriétés mécaniques et physiques d'un corps ne dépendent pas, toutes choses égales par ailleurs, du lieu où il se trouve, ça évidemment ça a été contredit par la suite, alors le système de propositions comporte un contenu effectif qui peut être confirmé ou infirmé par expérience, et qui donc peut aussi être obtenu par expérience. Fin de citation. En lieu et place de l'intuition pure de l'espace kantienne, nous trouvons donc deux niveaux de fondation transcendantale de la géométrie.
et avec elle du sens externe. Premièrement, une intuition véritablement pure, quoique construite, comme on l'a vu, qui est détachée de toute détermination axiomatique, selon laquelle donc l'espace peut être transcendantal sans que les axiomes le soient, et un nouveau concept transcendantal, à savoir celui de solidité, comme corrélat objectif du concept géométrique de fixité. On peut cependant remarquer que la critique du caractère pur de l'intuition de l'espace comme condition transcendantale des axiomes géométriques ne se limite pas à la réflexion de Helmholtz sur les corps fixes, mais imprègne de nombreux aspects de sa philosophie et semble caractériser de manière très générale sa position dans le champ de la philosophie transcendantale. Si l'intuition pure de l'espace a été désaxiomatisée, il faut, de manière générale, découvrir un point archimédien grâce auquel des axiomes pourront être attribués à cet espace, regagnant ainsi la fonction transcendantale qu'ils avaient perdue au niveau de la pure intuition. Cependant, si du côté objectif, les corps considérés comme fixes en vertu de leurs propriétés physiques reçoivent une fonction transcendantale et rendent possible la détermination des axiomes géométriques valant pour l'espace physique, de même, du côté subjectif, ce sont les sensations kinesthésiques qui semblent jouer un rôle similaire. C'est dans l'article sur les faits dans la perception, donc Die Tatsachen der Wahrnehmung, que Helmholtz développe l'exploration de ces limites subjectives du transcendantal. Quelle est donc, du côté subjectif, la caractéristique commune à toutes les sensations que nous recevons de nos sens externes? Quelle est, en d'autres termes, la forme la plus générale de l'intuition de l'espace, non plus de l'espace objectivé, mais de l'espace tel que nous le vivons au sein même de nos sensations? Je cite Helmholtz, « Supposons que nous demandions s'il existe un caractère commun perceptible dans la sensation immédiate, par lequel se caractérise pour nous toute perception relative aux objets dans l'espace. Nous trouvons un tel caractère dans cette circonstance que le mouvement de notre corps nous place dans d'autres relations spatiales aux objets perçus, et change ainsi également l'impression qu'ils font sur nous. » Fin de citation. Je ne reviendrai pas sur le parallèle très saisissant entre ces analyses de Helmholtz et celles de Husserl dans les cours de 1907, Ding und les Raum für Lesungen de 1907, Chose et espace. Juste un petit point, c'est que Husserl précise infliger chaque mouvement, chacun des différents mouvements que nous pouvons, avec notre corps, infliger à notre corps, eh bien, nous donne une structure spatiale différente. Vous avez tout ça dans le petit appendice, le résumé du cours que Husserl a écrit, qu'on trouve en appendice du cours de 1907. Donc ça, je n'entre pas dans ce détail, même si ça va tout à fait dans le sens de Helmholtz, mais en fait, j'ai déjà vu ça dans un article. Ce que nous obtenons en donnant des impulsions à nos nerfs moteurs, ce n'est donc pas une structure spatiale déterminée, mais c'est l'espace dans sa pureté, à savoir l'espace qui se définit par ce qui est affecté lorsque j'accomplis certains mouvements. Je cite Helmholtz. « Lorsque nous donnons des impulsions de ce genre, tourner le regard, bouger les mains, aller et venir, nous découvrons que les sensations appartenant à certains cercles de qualité peuvent être modifiées. D'autres états psychiques dont nous sommes conscients, les souvenirs, les intentions, les souhaits, les humeurs, ne peuvent absolument pas l'être. Ainsi, une différence radicale entre les premiers et les seconds est-elle posée dans la perception immédiate. Nous appelons spatiale la relation que nous modifions de cette façon immédiate par les impulsions de notre volonté. » Fin de citation. Les sensations kinesthésiques sont donc la source subjective de l'intuition la plus générale de l'espace, à savoir de la distinction entre l'interne et l'externe, sans qu'il soit nécessaire que cette intuition soit investie d'une quelconque détermination axiomatique. Or, Helmholtz, qu'on sera libre de suivre ou de ne pas suivre sur ce point, assume que cette intuition est véritablement transcendantale. Son argument est le suivant. Premièrement, tout d'abord, cette intuition pure de l'espace est a priori, dans la mesure où, comme le dirait Husserl dans les méditations cartésiennes, elle est directement fondée dans un ich kann, un je peux, à savoir dans la possibilité d'effectuer certains actes, et non pas dans l'expérience qui résulterait de l'effectuation hypothétique de ces actes. Je cite Helmholtz, « L'espace serait une forme donnée de l'intuition, fournie avant toute expérience, dans la mesure où sa perception serait liée à la possibilité d'impulsions motrices volontaires,
dont la capacité mentale et physique doit nous être donnée par notre organisation avant que nous puissions avoir l'intuition spatiale, au sens de l'intuition spatiale empirique. Fin de citation. Enfin, cette intuition a priori est non seulement donc a priori, mais transcendantale, car elle est la condition nécessaire de la perception des objets externes comme objets externes. Alors, dans les notes critiques qu'on trouve dans l'édition dont on parlait tout à l'heure, Schlick reproche souvent à Helmholtz de rabattre la notion de transcendantal sur celle d'a priori. Ici, ce n'est pas du tout le cas. L'espace ainsi entendu, à savoir la pure intuition de la possibilité de modifier certaines qualités des objets par l'innervation de certains de nos nerfs, donc en donnant des impulsions à notre corps, je cite Helmholtz, apparaît comme la forme nécessaire de l'intuition externe, précisément parce que nous comprenons comme monde extérieur ce que nous percevons comme déterminé spatialement en ce sens. Ce qui n'a pas de relation spatiale perceptible, nous le concevons comme le monde de l'intuition interne, donc comme le monde de la conscience de soi. Fin de citation. C'est donc dans le mouvement du corps qu'il faut chercher du côté subjectif la condition transcendantale ultime de l'espace et donc de la géométrie. Reste donc, pour donner toute sa cohérence à la conception helmholtzienne de l'espace comme condition transcendantale du sens externe et fondement de la géométrie, à s'interroger sur le lien qui unit les deux points archimédiens transcendantaux que sont objectivement les objets solides correspondant aux objets définis géométriquement comme fixes en eux-mêmes et subjectivement mon corps comme source des impulsions nerveuses et de la mise en mouvement des sensations. Or, sur ce point, donc la cohérence de ces deux doctrines, eh bien, le texte de Helmholtz demeure très allusif et on ne peut guère qu'extrapoler. Plutôt que de s'aventurer à le faire, je citerai un texte de Carnap de 1924 intitulé Dreidimensionalität des Raumes und Kausalität, dans lequel celui qui n'appartenait pas encore au cercle de Vienne en 1924 élabore ce qui pourrait être pour nous une solution. Selon Carnap, nous pouvons distinguer deux sens de l'expérience. Si vous ne connaissez pas ce texte, c'est un texte très intéressant. L'expérience de premier ordre, qui correspond à la manière dont nos sens sont effectivement affectés directement par les choses extérieures, et l'expérience de second ordre, dans laquelle intervient un processus de construction ou de reconstruction, et à travers lequel les choses nous sont données de manière déjà structurée. Ainsi, pour s'en tenir à l'espace visuel, nous pouvons distinguer premièrement l'espace de premier ordre, qui correspond à l'espace bidimensionnel formé par l'image rétinienne du monde, et deuxièmement, l'espace de second ordre, qui correspond à l'espace tridimensionnel euclidien dans lequel nous élaborons notre connaissance du monde et dans lequel semble se dérouler notre expérience quotidienne. Ce dernier espace demeure cependant une fiction au sens technique, donc c'est Fiktion en allemand, c'est-à-dire une construction à partir des données brutes de l'expérience primaire. Cette fiction repose d'un côté sur des critères physiques relatifs au comportement des objets et à leur déplacement dans l'espace, donc comme chez Helmholtz, et d'un autre côté sur des critères subjectifs tels que le fonctionnement de nos organes sensoriels ou notre capacité à nous mouvoir dans l'espace, sachant que certains mouvements deviennent difficilement compatibles avec certaines formes d'espace. Ça, c'est ce que développe très bien Husserl donc, dans Choses et espaces. Aussi faut-il distinguer, comme chez Helmholtz, deux niveaux de la spatialité, mais le point important est qu'au niveau de l'expérience primaire, cette expérience fondamentale, purement sensorielle, les sensations sont certes ordonnées dans l'espace, mais dans un espace qui précisément ne possède encore aucune structure axiomatique déterminée, les axiomes n'étant valables qu'au niveau de l'expérience de second ordre. La différence entre Carnap et Husserl tient alors au fait que Carnap dispose d'un outil mathématique dont ne disposait pas Helmholtz, qui permet de résoudre ce problème et qui est la topologie, pour laquelle Carnap avait une sorte de fascination. L'espace de l'expérience primaire est un espace topologique à deux dimensions, sur lequel est fondée toute construction d'espace à trois dimensions, que ceci soit euclidien ou non euclidien. Alors, il est évidemment délicat d'appliquer telle quelle cette solution au problème de Helmholtz pour des raisons chronologiques, évidentes. Mais elle semble au moins pouvoir prolonger la voie ouverte par l'élaboration helmholtzienne, l'exploration helmholtzienne des limites du transcendantal. Distinguer une intuition pure de l'espace, qui serait seulement topologique, mais néanmoins spatiale, d'une intuition d'un espace métrique assorti d'un système d'axiomes, ne serait-ce pas à la fois assurer la pureté ou le caractère absolument premier de la donation de l'espace, et en même temps son caractère fondateur pour la géométrie.
En d'autres termes, l'intuition purement topologique de l'espace pourrait être transcendantale sans que les axiomes le soient. Alors on va aller un peu plus loin. Cette distinction entre deux niveaux de l'intuition de l'espace, qui est fondatrice à mes yeux d'une nouvelle voie pour la philosophie transcendantale, ouvre cependant sur un problème plus large et en un sens très actuel, à savoir l'articulation du réel et du transcendantal. Pour reprendre la formule de Jocelyn Benoît, la conséquence de la philosophie transcendantale n'est autre que la formulation de ce qu'il appelle le problème de l'accès, à savoir de l'idée que l'accès à la réalité nous est interdit ou doit au moins être gagné. Le problème de l'accès repose sur l'incapacité où nous sommes d'exercer une prise sur les conditions subjectives de notre perception et de notre connaissance, et de saisir ainsi le type de modification qu'elles impriment sur les choses en soi. Il faudrait ici encore un point archimédien, grâce auquel nous pourrions regagner l'accès perdu aux choses en soi, ou nous rendre compte que cet accès n'avait en réalité jamais été perdu. Hors de ce point de vue, les points archimédiens transcendantaux dont on a parlé, et qui étaient donc les corps fixes et les sensations kinesthésiques, semblent insuffisants, puisqu'ils permettaient d'établir le lien entre l'intuition pure de l'espace et les phénomènes, mais pas, ou en tout cas pas directement, le lien entre les phénomènes et la réalité. Le transcendantal peut-il, en d'autres termes, outrepasser ses propres limites ? Alors, la conférence Les faits dans la perception, qui est en rupture franche avec de nombreux interdits de la philosophie kantienne, semble fournir deux prises de ce type sur les choses en soi, l'une subjective, l'autre objective. Alors, le premier accès que nous pouvons avoir, et qui s'avérera tout à fait insuffisant, repose sur la prise que la physiologie peut nous donner sur la manière dont nos sens reçoivent des informations du monde extérieur. Je ne développerai pas ce point, parce que loin de dépasser les limites de la philosophie transcendantale, la doctrine helmholtzienne semble ici plutôt revenir à un empirisme précritique. La découverte du mécanisme de la sensation relèverait de la pure science a posteriori et ne pourrait donc pas prétendre constituer une véritable voie de sortie au problème transcendantal de l'accès. C'est donc sur le plan objectif que l'exposé de Helmholtz s'avère le plus riche. Helmholtz commence par remarquer la difficulté qu'il y a pour rendre compte de notre perception des choses extérieures, à distinguer ce qui, dans la sensation, relève de la subjectivité et ce qui peut être considéré comme objectif et constitue l'objet véritable de la science. En effet, même la perception de l'espace n'est jamais pour nous pure, mais se trouve toujours mêlée à ce que Helmholtz appelle des qualités de sensation. Il n'y a pas d'espace pour nous qui ne serait ni visuel, ni sonore, ni tactile, mais il y a toujours un espace visuel coloré, un espace sonore se donnant dans la variation des timbres, des durées, des hauteurs, etc. Il faut donc distinguer dans la sensation ce qui relève de la modalité de la sensation, laquelle se ramènera en définitive aux différents sens, et ce qui relève des différences de qualité. Je cite Helmholtz donc dans Les faits dans la perception. On rencontre deux niveaux distincts de différence entre les différentes sortes de sensations. La différence la plus profondément décisive est celle entre les sensations qui relèvent de sens différents, comme celle entre le bleu, le sucré, le chaud, l'aigu. Je me suis permis de nommer cela une différence dans la modalité de la sensation. Elle est décisive au point d'exclure toute transition de l'une à l'autre, tout rapport de plus grande ou de moindre ressemblance. Par exemple, on ne peut absolument pas se demander si le sucré ressemble davantage au bleu ou au rouge. En revanche, la seconde sorte de différence, la moins décisive, est celle entre les différentes sensations du même sens. Je restreins, dit Helmholtz, le terme de différence de qualité à cette seule différence. Fichte, c'est intéressant de le trouver cité ici, Fichte rassemble ces qualités d'un même sens sous le terme cercle de qualité et sous le terme différence de cercle de qualité, ce que je viens de nommer une différence de modalité. À l'intérieur de chacun de ces cercles, la transition et la comparaison sont possibles. Du bleu, par exemple, nous pouvons passer au rouge écarlate par le violet et le rouge carmin, etc. Fin de citation. Les différentes modalités de sensation demeurent donc strictement incommensurables les unes avec les autres. On ne peut pas comparer un son et une couleur, sinon de manière seulement métaphorique. On ne peut donc pas non plus inclure, par exemple, l'espace sonore dans l'espace visuel, puisque nous avons là deux univers perceptifs différents, dans ce qui, à ce stade, semble être une version radicalisée de l'idéalisme, où chaque sens véhiculerait son propre monde, un espace propre,
des objets propres et sans lien avec les objets des autres sens. Le but de Helmholtz n'est évidemment pas d'en rester à cet idéalisme radical, mais au contraire d'utiliser cette incommensurabilité pour renouer le lien entre le phénomène et la chose en soi. En effet, la distinction entre modalité et qualité de sensation indique la possibilité de mettre, pour ainsi dire, entre parenthèses, la question de la modalité des sensations, pour ne plus nous intéresser qu'aux différences de qualité. Ainsi, une vibration, qui est perceptible par le toucher, et un son, perceptible par l'ouïe, n'ont strictement rien en commun. Mais une augmentation de la vibration, donc une différence de qualité au sein de la sensation tactile, correspond exactement à une augmentation de la hauteur du son ou de son intensité, donc à une différence de qualité sonore. Ainsi, que les sens soient incommensurables les uns avec les autres n'empêche en rien la possibilité que nous avons toujours de percevoir, à même nos sensations, des constantes, des lois, ou ce que Helmholtz appelle une Gesetzmäßigkeit, donc une régularité, une conformité à des lois. On ne peut donc pas percevoir les choses en soi au sens où nous ne percevrons jamais rien en dehors des modalités de nos perceptions, mais on peut tout de même découvrir les lois des choses en soi dans le constat de régularité au sein des cercles de qualité. Si vous lisez la traduction que je cite de Christophe Bourriaud, que j'ai intégré au volume qui va sortir, lui il traduit Gesetzmäßigkeit par le nomologique. Voilà. Un petit peu bizarre comme traduction. Voilà. Ça s'explique tout à fait d'ailleurs. Donc, on peut découvrir, je disais, les lois des choses en soi dans le constat donc, de régularité, Gesetzmäßigkeiten, au sein des cercles de qualité. Je cite Helmholtz. De même que, d'une part, chaque nerf sensoriel excité par les influences les plus diverses ne donne toujours que des sensations relevant du cercle de qualité qui lui est propre, de même, d'autre part, les mêmes influences externes produisent, quand elles affectent les nerfs sensoriels différents, les types les plus variés de sensations, celles-ci relevant toujours du cercle de qualité du nerf concerné. Les mêmes vibrations de l'éther que l'œil ressent comme lumière, la peau les ressent comme chaleur. Les mêmes vibrations de l'air que la peau ressent comme un tremblement, l'oreille les ressent comme son. Fin de citation. Ainsi, la régularité nous donne, pour ainsi dire, une prise sur le réel, par-delà le caractère relatif et déterminé des formes subjectives de notre perception et de la configuration spécifique de nos organes sensoriels. Nous sommes clairement sortis des limites du transcendantal. Reste à savoir si, dans ce profond reformatage, nous l'avons perdu. En un sens, et ce sera ma conclusion, c'est indéniable. Si, en tout cas, on admet que la fonction originelle de la philosophie transcendantale était d'établir le droit de la connaissance des phénomènes au prix de l'inaccessibilité des choses en soi. On sait cependant que tel n'est pas le sens que lui confère Husserl, ni en un sens Wittgenstein dans les magnifiques propositions du Tractatus dans lesquelles le transcendantal est défini par analogie avec l'œil qui constitue à la fois les limites et la condition de possibilité du champ visuel. Plutôt que de dire comme Helmholtz que, je cite, Kant n'a pas été assez critique dans sa critique, nous pourrions plutôt dire que, obnubilé par le problème de l'accès, il n'a pas été assez critique là où il fallait l'être, et s'est concentré sur la dialectique transcendantale là où il aurait fallu, selon Helmholtz, seulement approfondir l'esthétique transcendantale. En réalité, le problème de l'accès n'est pas le vrai problème, ce n'est d'ailleurs peut-être même pas un problème. Car le fait que notre représentation du monde soit médiatisée par la forme subjective de notre sensibilité n'enlève rien à ce qui constitue le seul intérêt de la science, à savoir l'accès aux lois et aux structures formelles de l'objectivité, alors en un sens très différent chez Kant, lesquelles sont en réalité toujours accessibles à travers les variations au sein des cercles de qualité que nous fournissent nos sens, et ce, quelles que soient par ailleurs les modifications qu'ils imposent aux choses en soi en les phénoménalisant. À ce niveau, le point de vue transcendantal ne nous enlève pas du tout accès aux choses en soi. Pardon. Le point de vue transcendantal, ne nous enlève pas tout accès aux choses en soi. Avoir reconnu que l'espace était la forme pure de notre subjectivité, que nous n'avions accès au réel que par l'intermédiaire de nos sens, nous ôte certes la possibilité de considérer que les choses en soi sont semblables à ce qu'elles nous paraissent être, de sorte que les phénomènes ne peuvent pas être compris comme des images de la réalité, tout ça c'est des analyses qu'on trouve dans les faits dans la perception, mais c'est bien le réel qui, par l'intermédiaire de signes,
donc pas des images mais des signes, se présente à nous dans la régularité des phénomènes. L'accès transcendantal au réel, en d'autres termes, doit être et ne peut être que nomologique. Mais un point est essentiel. Si un tel accès à la réalité est possible, c'est que l'intuition pure de l'espace, que nous avons placée comme condition de possibilité de tous les phénomènes externes, c'est pour ça qu'il faut revenir à l'esthétique transcendantale, n'impose pas en elle-même aux phénomènes qui nous apparaissent dans l'espace une structure déterminée. Si nous pouvons remonter à une intuition de l'espace, comme on l'a fait au début, qui serait débarrassée du système d'axiomes dans lequel Kant l'avait enfermé, alors nous pouvons en un sens déjà sortir de la relativité de notre mode de perception, des limites de notre esprit. Nous pouvons atteindre une structure spatiale, et j'entends par là véritablement spatiale, qui serait désubjectivée et à travers laquelle, comme vers une asymptote, nous pouvons tendre vers ce qui pourrait bien être l'espace des choses en soi. Pour hérétique qu'elle soit, cette hypothèse n'en constitue pas moins une voie possible pour la philosophie transcendantale. Aussi, le reformatage helmholtzien du transcendantal prendrait-il la forme suivante? Je vais essayer de résumer. Derrière notre intuition spatiale, dont on admettra qu'elle est euclidienne, même si ça se discute, nous disposons d'une intuition plus fondamentale, topologique ou en tout cas la plus indéterminée possible. Cette intuition ne nous est pas immédiatement accessible car nous ne pouvons l'obtenir que médiatement en dénudant l'espace de toutes ses déterminations, ce qui ne peut se faire qu'en s'appuyant sur les développements discursifs de la géométrie. Cette intuition n'en est pas moins le fondement transcendantal ultime des axiomes géométriques, puisque ceux-ci sont déterminés à partir de deux sources, cette intuition d'un côté, et ce que j'ai appelé les points archimédiens transcendantaux, que sont les propriétés physiques de certains objets et les possibilités kinesthésiques de mon corps. A-t-on donc accès à l'espace des choses en soi? Pas directement, bien sûr, puisque l'espace constitue la forme des cercles de qualité relevant de notre intuition externe et ne peut donc pas se donner de manière différenciée, donc dans les différences de qualité qui seules constituent notre accès aux choses en soi. Encore est-il possible, en revenant à l'intuition pure de l'espace, qui est donc transcendantale sans que les axiomes le soient, de limiter au maximum l'influence de la forme particulière de notre subjectivité sur la forme spatiale des phénomènes. Si les choses en soi ont un espace, ce dernier constitue donc la limite vers laquelle notre effort pour atteindre une intuition pure de l'espace tend asymptotiquement. Merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à vous pour votre attention pendant ce long exposé, plus long que prévu. Mais c'était passionnant à divers égards. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y aura déjà, des questions sur Zoom, mais d'abord on prend, je dis à ceux qui sont sur Zoom, on prend d'abord les questions de la salle. Okay. J'avais une question en fait par rapport finalement à un phénoménologue français qui me semble porter ce projet d'une intuition topologique chez Jean-Baptiste de Santi. Et la manière dont le projet de Helmholtz, en tout cas la réactualisation qu'on avait présentée, rejoint le projet de Santi lorsqu'il nous fait justement qu'en fait l'intuition de l'espace renvoie à certaines structures qui sont déterminées topologiquement et aussi à une activité de manipulation de signes. Et lui, en fait, le lien qu'il faisait entre l'habitation corporelle du monde et la manipulation des espaces, l'intuition topologique de l'espace, c'était justement dans la capacité que nous avons à manipuler ces signes qui nous permettent finalement d'accéder à la réalité. Alors, pour lui, ça l'amenait notamment à écarter certaines conceptions métaphoriques de l'espace. Est-ce qu'à partir justement est-ce qu'il y a justement une convergence entre ces réflexions de Helmholtz et celles de Santi? Et j'avais une seconde question, oui, bien sûr. Qui est en fait plus générale, qui est celle de savoir si au fond on ne perd pas par rapport au projet ancien, la différence entre catégorie et forme a priori d'intuition par cette extension,
quitte à se demander finalement jusqu'où est-ce qu'on peut étendre. Parce que finalement, il ne faut pas aussi se dire que, par exemple, les êtres vivants places, ça ne peut pas exister parce que le phénomène de la vie est fondamentalement tridimensionnel. Donc, au fond, où est-ce qu'on arrête l'extension finalement de la vie dans ces formes-là, jusqu'où s'étend cette constitution, jusqu'où s'étend l'empiricisation du transcendantal dans la réflexion sur les formes de la constitution de l'expérience possible. Alors, merci, c'est deux très grosses questions. J'aurais voulu les noter, j'avais pas de stylo. Donc, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. J'en ai quelque part. Mais, alors, déjà, sur le rapport à De Santi, pour ceux qui auraient éventuellement pas entendu la question sur Zoom, c'est possible, je m'en rends pas compte. Donc, le rapport entre Helmholtz et De Santi. Alors, je répondrai de plusieurs manières. Déjà, le fait qu'on puisse interpréter cette intuition non encore axiomatisée de l'espace comme topologique, c'est évidemment pas chez Helmholtz. Hein, c'est vraiment quelque chose qui, même chez Carnap, n'est pas forcément toujours très clair, et a fortiori chez Helmholtz n'apparaît pas du tout. Donc voilà, c'est déjà une limite de ce voilà. Mais par contre, je pense qu'il y a effectivement quelque chose de très profondément phénoménologique dans le fait de rechercher une sorte d'intuition pré-empirique de l'espace qui serait la véritable source de l'externalité des phénomènes externes. Et ça, finalement, c'est quelque chose qu'on va trouver chez Heidegger dans son interprétation de la critique de la raison pure. C'est quelque chose qu'on va retrouver, je dirais, dans un petit peu toute la tradition phénoménologique. Donc, je dirais qu'il n'y a évidemment pas encore tout ça aussi clairement formulé chez Helmholtz, mais il me semble qu'on a quand même une première étape vers vraiment ce type de phénoménologie, puisqu'il me semble que, alors il y a avant lui déjà des auteurs qui parlent de ces choses-là, mais chez lui, me semble-t-il, qu'on trouve de la manière la plus claire et la plus radicale cette séparation entre l'intuition de l'espace en général et les axiomes qu'on lui prête. Donc voilà, je pense que désolé, je vois en même temps les choses qui apparaissent sur Zoom, donc c'est peut-être la limite de cela. Mais par contre, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à creuser sur le lien entre Helmholtz et la phénoménologie. D'ailleurs, Husserl le cite dans la Crisis, il cite plusieurs fois Helmholtz. Je pense que c'est en fait un auteur qui imprégnait assez fortement la pensée allemande de la fin du XIXe siècle et dont l'influence n'est pas forcément très, très claire, mais malgré tout se rend présente. Donc voilà. Et la deuxième question, du coup j'ai un tout petit peu répondu. Oui, c'était jusqu'où peut aller. Mais c'est un petit peu le problème je pense généralement de la réflexion de Helmholtz, c'est qu'on est vraiment sur cette ligne de crête entre la philosophie transcendantale et l'empirisme, et une ligne de crête qui amène peut-être Helmholtz parfois à pas être toujours très cohérent. Et justement, il y a beaucoup de débats qu'il a avec Dubois-Raymond, par exemple, sur le caractère inné enfin bref, il n'y a pas forcément... Si vous voulez, Helmholtz reste quand même un scientifique qui fait de la philosophie pour fonder sa science, je dirais. Et donc, on n'a pas une recherche de systématicité. Voilà, donc par exemple, où passe la limite entre l'empirique et le transcendantal, je pense qu'en réalité, c'est impossible de répondre aussi clairement chez Helmholtz. En tout cas, c'est mon sentiment. Voilà. Oui. Finalement, le simple
fait de supposer que le transcendantal aurait besoin d'un fondement intuitif qui serait possiblement psychologique, que ce soit psychologique au sens large, psychologie de la sensation ou subjectif, il y a des gens qui une sortie du transcendantal vers quelque chose qui serait empirique, l'empirique de la sensation, et il y a qui se profilait déjà, dans la philosophie allemande de ce temps-là, c'est-à-dire finalement, est-ce que cette simbolisation n'est pas maintient une référence à un cadre qui serait presque de l'ordre de la physique ou de la condition? Tout à fait. Alors c'est une d'autant plus excellente question que c'est un petit peu la ligne directrice des critiques de Schlick dans l'édition de 1921. Et justement, Schlick souvent dit que Helmholtz fait référence à Kant pour donner une sorte de fondement métaphysique à sa pensée, mais qu'en réalité, il est... voilà. Alors, c'est vrai que ma lecture part d'un postulat qui est tout à fait critiquable, qui est de prendre au sérieux cette affirmation du caractère transcendantal, et voilà, Helmholtz dit justement, il défend le fait que l'espace puisse être transcendantal. Et ce que je pense, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on va finalement retrouver d'une certaine manière dans la phénoménologie aussi, mais c'est que le fait de s'enfoncer dans le point de vue subjectif va, en tout cas chez Helmholtz, là je laisse la phénoménologie, mais va avoir pour effet de trouver un point sur lequel justement l'espace va être désubjectivé. Et il me semble que justement tout ce travail sur les cercles de qualité, les modalités de la sensation, a pour résultat en psychologisant au maximum les conditions de notre perception, eh bien, d'arriver à trouver quelque chose qui dépasse ce caractère subjectif et qui tend vers une vraie objectivité. Donc je pense qu'il y a chez Helmholtz l'idée que chez Kant, cette notion de subjectivité transcendantale mélange en fait deux choses qui mériteraient d'être clairement séparées, à savoir ce qui relève réellement des conditions subjectives de la perception et qui relève de la physiologie et de sciences empiriques, et quelque chose qui reste du transcendantal, et c'est là peut-être que c'est pas seulement de l'empirisme, qui est justement cette intuition pure de l'espace que nous arrivons à atteindre et qui dépasse le conditionnement subjectif de notre perception. Voilà, mais en un sens, c'est aussi quelque chose qui rapprochera Helmholtz, c'est pour ça que Schlick s'y intéresse. C'est quelque chose qui intéressera beaucoup l'empirisme du XXe siècle, qui doit lui aussi reconnaître quand même de l'a priori quelque part, et qui s'intéresse lui aussi à la frontière entre l'a priori et la posteriori. Et d'ailleurs, Schlick, très régulièrement, essaie de rabattre les analyses de Helmholtz, non pas sur le transcendantal, mais sur l'a priori, sur la coupure entre a priori et a posteriori. Ce qui me paraît pas toujours honnête, même s'il le fait très subtilement, parce qu'il y a quand même bien chez Helmholtz quelque chose sur le transcendantal. Alors, je ne sais pas si ça répond du coup à votre question. Je crois qu'il y a juste une ou deux questions sur Zoom que je suis seul à voir, mais je crois que Fausto avait quelque chose à demander, non? Alors, en plus, peut-être qu'il y a des questions. Oui. Ah. Dois-je l'écrire ou je peux... Non, vas-y, tu peux. Ok, non, ma question peut-être rejoint la première qui fut posée en présence, c'est-à-dire la définition d'intuition purement topologique, qui tu attribues à Helmholtz, mais aussi qui paraît être les buts aussi de ta recherche théorique par les biais des auteurs, parce qu'en fait, j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire intuition purement topologique? C'est-à-dire, je peux me les figurer comme une sorte de cora spatiale sur laquelle il vient se greffer les axiométisations des espaces métriques, mais en fait, il n'a rien à faire avec la topologie, au sens où la topologie répond à une structure.
qui est une structure conceptuelle et construite. Donc, ou bien on dit une intuition pure du dehors, une sorte de cora spatiale réceptrice de toutes les formes d'axiomatisation, mais ce serait nullement topologique, au sens où nous l'obtenons justement par abstraction, par épuisement de toute forme conceptuelle, et tu as dit bien, en obtenant par là une sorte d'asymptote qui n'a pas de forme topologique ou d'ordonnancement topologique, mais juste un pur dehors. Oui, je vois très très bien. Alors le concept de cora spatial me plaît beaucoup et correspond effectivement assez bien, je pense, à ce que Helmholtz veut dire. Alors j'ai peut-être pas été très clair sur ça parce que je voulais pas passer trop de temps sur Carnap, mais déjà je ne voulais pas attribuer cette notion d'intuition purement topologique à Helmholtz. Je le disais tout à l'heure dans la réponse aux questions. Ça, c'est effectivement, je pense, quelque chose que Helmholtz ne pouvait pas penser. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve chez Carnap. Et je pense que c'est précisément parce que chez Carnap, contrairement peut-être à Helmholtz, mais justement Helmholtz n'est pas très clair sur ce point, enfin c'est pas qu'il soit pas clair, c'est qu'il est très allusif, mais chez Carnap, il y a justement cette idée que ce qu'il appelle l'expérience de premier ordre, elle est structurée justement, mais elle n'est pas encore structurée au sens où notre espace métrique axiomatisé est structuré, et donc voilà. Et en fait je pense que aussi cet article de 1924, en fait, Carnap a rédigé la construction logique du monde en 1924-25, ça s'est paru 3-4 ans plus tard, mais c'était déjà rédigé à ce moment-là. Et je pense que il y a aussi dans cette référence à la topologie le fait, enfin, la volonté d'ouvrir la voie à comment dire, à la construction logique du monde qu'on peut interpréter comme une généralisation de ce modèle, au sens où on aurait dans nos vécus, ce que Carnap appelle les vécus autopsychiques, on aurait des configurations qui... excusez-moi, pareil, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, parce qu'on ne parlait pas de Carnap à la base, mais des configurations qui sont structurées, mais qui sont structurées de manière seulement topologique. Et l'avantage est que... enfin, voilà, et qui vont servir, disons, de fondement à l'édifice, à la construction logique du monde. Bref, on en reparlera, c'est un petit peu confus, mais je vois bien en tout cas la question, mais je pense que ma difficulté à y répondre vient du fait que chez Helmholtz, en fait, il n'y a pas beaucoup de détails sur ce que c'est que cette intuition qui est transcendantale sans que les axiomes le soient. Et je pense que s'il n'y a pas beaucoup de détails, c'est qu'en même temps, il disposait peut-être pas complètement de tous les outils mathématiques qui auraient permis justement d'élaborer cette distinction et de poser la question que tu poses. Donc voilà. Ah, excusez-moi, la salle est prise après ? La quoi ? La conférence en philo. Alors, soit c'est celle qui vient de se finir. Mais non, il n'y a pas de problème. Non, mais il y en a peut-être une autre après, c'est possible. Là, c'est Helmholtz. Enfin, c'est pas moi, Helmholtz. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas ? Oui. Moi, j'ai une petite question sur un point que vous avez évoqué certainement, c'est-à-dire sur le principe anticopernicien qui ont touché le monde. Parce que dans le cas d'Huxlérien, ça permet aussi de penser une adéquate historicité des concepts scientifiques. Et alors, je me demandais dans la démarche que vous avez décrite, dans la démarche empiriste de Helmholtz, si ce projet de l'historicité était en compte, comment. Non, alors oui, non. C'est notamment pour la question de l'évolution de la géométrie des dimensions, ce problème de l'historicité des
Tout à fait, absolument. Alors, cependant, là aussi, on arrive, je dirais, aux limites de la philosophie de Helmholtz. C'est qu'on n'a quand même que quelques articles sur ça, et il ne développe absolument pas ces points, en tout cas pas dans les articles dont j'ai connaissance. Mais, donc voilà, il y a ça. Non, en fait, là, quand je faisais référence à un tournant anti-copernicien, je faisais plus simplement référence justement la négation de la différence entre choses en soi et phénomènes, ou en tout cas le possible retour à la réalité telle que justement Dominique Pradel par exemple le voit chez Husserl. C'était simplement ça, et en fait c'est parce que dans mes travaux en dehors de Helmholtz, qui sont quand même les plus nombreux, justement je m'intéresse un petit peu à l'histoire de cette évolution de la philosophie transcendantale entre Kant et Husserl, et il me semble qu'Helmholtz a ici une position très ambiguë, mais qui, étant ambiguë, justement, ouvre un bon nombre de voies. Donc voilà, c'était pas... voilà, mais par contre, ce que vous dites est effectivement très juste. La question de l'historicité, et notamment autour de ce problème, se pose de manière tout à fait cruciale. C'est parfaitement d'accord. Alors on regarde s'il n'y a pas d'autres questions ici. Oui. Non, mais c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est bon, non, il n'y a pas d'autres questions. J'avais une curiosité par rapport au cadre passif qu'on rencontre dans la notion d'espace dans la phénoménologie. Est-ce que pour lui, il y a quelque chose comme les synthèses passives, un aspect passif de l'espace? Est-ce que tout se passe dans l'ordre? Alors, là aussi, à la fois je répondrai de la même manière, et en même temps, là pour le coup, la théorie de Helmholtz, elle a été extrêmement critiquée. Sur ça, c'est ce qui est le plus connu en fait chez Helmholtz, c'est sa notion d'inférence inconsciente. Et donc lui, il parle absolument pas de synthèse passive, en tout cas pas du tout à ma connaissance, mais il interprète la perception justement comme résultant d'inférences inconscientes qui, en particulier, nous font présupposer l'existence d'objets extérieurs, mais c'est vraiment, contrairement à la phénoménologie, justement, là pour le coup on en est très loin, c'est vraiment des inférences. Donc on est ici dans une forme d'intellectualisme qui l'oppose aussi bien à Kant qu'à la phénoménologie. Et ça, on en parlait, j'ai pas répondu sur ça d'ailleurs, mais la frontière entre le catégorial et l'appréhension de l'espace, c'est aussi quelque chose, je dirais, sur quoi il n'était pas forcément très clair. Et voilà, donc chez lui, c'est vraiment un raisonnement inconscient et pas une synthèse passive qui, voilà, c'est l'essentiel de ce que je vois. Mais justement, dans l'article, enfin la conférence sur les faits dans la perception, il reprend, il essaie de défendre son idée d'inférence inconsciente. On sent que c'est quelque chose dont il avait conscience des limites de cette vision de la perception. Non, mais, très grand merci. Je sais pas si, merci vraiment à toi. Je pense qu'on peut encore t'applaudir pour cette conférence. Merci beaucoup. Vraiment et j'ai même pas dit tout à l'heure, mais merci à Laura pour la co-organisation du séminaire. Et on est très heureux et merci d'avoir été ici. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Très bien. Et au revoir à ceux qui sont venus sur Zoom et que nous remercions également. Donc je vais mettre fin à la conférence et on espère vous voir en présentiel un de ces jours, ceux qui habitent loin, ceux avec qui on ne s'est pas vu depuis longtemps. Voilà, au revoir.